13 h, le journal. Bonjour à tous et bienvenue. Tout de suite, les titres. En fin de mission, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire fait ses adieux. Eli Bentura a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Leurs échanges ont porté également sur la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie et de l'agriculture. 500 milliards de sacs en plastique utilisés chaque année dans le monde. La journée mondiale sans sachets plastiques célébrée aujourd'hui veut mettre fin à ce phénomène. Dans ce journal, le message du gouvernement ivoirien, lu par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Ouloto. Enfin, les représentants du secteur financier réunis en Côte d'Ivoire lors du séminaire international sur le financement du logement social en Afrique. Le Conseil des ministres se tient aujourd'hui. D'accord. « 13 h, le journal. Bonjour à tous et bienvenue. Tout de suite, les titres. En fin de mission, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire fait ses adieux. Eli Bentura a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Leurs échanges ont également porté sur la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie et de l'agriculture. 500 milliards de sacs en plastique utilisés chaque année dans le monde. La journée mondiale sans sachets plastiques célébrée aujourd'hui veut mettre fin à ce phénomène. Dans ce journal, le message du gouvernement ivoirien, lu par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Ouloto. Enfin, les représentants du secteur financier réunis en Côte d'Ivoire lors du séminaire international sur le financement du logement social en Afrique. Le Conseil des ministres se tient aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale est dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Autre activité du président de la République, Alassane Ouattara, l'audience accordée hier à l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. En fin de mission, Eli Bentura a fait ses adieux au chef de l'État ivoirien. Leurs échanges ont également porté sur la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'économie et de l'agriculture. À Ouattara. L'ambassadeur d'Israël, Dr Eli Bentura, quitte la Côte d'Ivoire après 4 années de mission. Le diplomate israélien estime au terme de sa mission avoir contribué au rapprochement des deux peuples et au développement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'État d'Israël. C'était une réunion pour dire au revoir avant mon départ définitif de la Côte d'Ivoire. Et ça m'a donné aussi l'opportunité de faire le bilan de notre activité ici pendant mon séjour. Et aussi, on a discuté comment renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, dans le domaine de l'économie, dans le développement, agriculture, etc. C'est en décembre 2016 que l'ambassadeur Eli Bentura a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Direction à présent Abuja, au Nigeria, où en sont les travaux de construction de la nouvelle ambassade de Côte d'Ivoire. Rappelons que ces travaux ont démarré en 2018. On en parle avec Viviane Haïma. La Côte d'Ivoire aura bientôt ses propres locaux pour abriter son ambassade au Nigeria. Sur un terrain de 8000 m² situé dans le prestigieux quartier diplomatique à Abuja,
Le nouveau bâtiment de l'ambassade de Côte d'Ivoire est en construction, voisine de l'ambassade des États-Unis, de celle du Canada, de la Serbie et de la représentation de l'ONU. L'ambassade de Côte d'Ivoire n'aura pas pâle figure, assure l'ambassadeur Koné Maman Épouse Touré, ambassadeur près le Nigeria et près la CEDEAO, qui depuis le démarrage du projet suit de près son exécution. C'est sur instruction du chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, qui a souhaité qu'on construise un bâtiment, une ambassade à l'image de la Côte d'Ivoire. C'est un bâtiment classé au top site. Les travaux ont commencé le 17 mai 2018. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays de l'UEMOA et le deuxième pratiquement de la CEDEAO, voilà, en matière de développement. Donc on a le prestige et aussi nous serons dans un bâtiment sécurisé. En matière de diplomatie, lorsque vous avez un bâtiment prestigieux, la classe diplomatique, c'est dit que c'est un pays qui est développé, un pays qui est riche. Le plan prévoit un bâtiment principal de type R+2, constituant la chancellerie et comprenant à l'intérieur un ensemble de bureaux, une grande salle de réception et au haut du bâtiment un appartement présidentiel. Le chef d'État en visite au Nigeria pourra venir recevoir ses homologues et d'autres autorités au sein de l'ambassade ici. Une annexe pour la délivrance des pièces administratives et de grands espaces verts. Construit entièrement en béton, le maître d'œuvre est l'entreprise Bouygues. 150 ouvriers sont mobilisés pour la réalisation de l'ouvrage, dont le coût total s'élèvera à 6,435 milliards de francs. Un investissement qui permettra à l'État de Côte d'Ivoire de réaliser des économies à long terme. Il faut dire qu'on payait beaucoup d'argent pour la location des locaux de l'ambassade et chaque année, le propriétaire venait augmenter. Puisqu'il sait que c'est une mission diplomatique, nous ne pouvons pas déménager à tout moment. Le gros œuvre étant terminé, les travaux de finition vont démarrer à partir du mois d'août. L'ambassadeur Koné Maman Épouse Touré nourrit l'espoir de voir l'ouvrage inauguré officiellement par le président de la République lors de son prochain déplacement à Abuja au mois de décembre pour le sommet de la CEDEAO. Moscou, la capitale de la Russie, a accueilli il y a quelques jours les travaux du deuxième forum international sur le développement du parlementarisme. La Côte d'Ivoire était représentée par le président du Sénat. Jeannot Ahoussou-Kouadio a fait le point sur les actions engagées par son pays pour mettre fin à plusieurs fléaux, notamment la cybercriminalité et les changements climatiques. Plus de détails avec Herman Guivet. 4 minutes et 56 secondes. C'est le temps qui aura suffi au président du Sénat ivoirien, Ahoussou-Kouadio Jeannot, pour présenter à ses homologues parlementaires les actions engagées par le gouvernement et les institutions ivoiriennes pour lutter contre les fléaux identifiés par la Conférence internationale pour le développement du parlementarisme. Entre autres fléaux, la cybercriminalité. Aussitôt la première session achevée, c'est au pas de course qu'il rejoint la salle voisine pour une seconde rencontre avec d'autres parlementaires. Objectif, présenter les initiatives prises par la Côte d'Ivoire pour lutter contre toute menace qui pèse sur l'environnement. Nous avons organisé en juin 2015 un sommet africain pour poser le problème du climat, du changement climatique, mais aussi les problèmes d'écologie. Un large éventail d'initiatives consacrées également à la lutte contre le changement climatique. Nous avons participé à la COP21, la conférence sur les changements climatiques, qui s'est tenue du 30 au 12 décembre 2015. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un mécanisme de réduction des gaz à effet de serre, notamment pour lutter contre la déforestation. Sur un territoire de 322 000 km², en 1960, nous avions 18 millions d'hectares de forêt. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 2 millions d'hectares. Les problèmes écologiques sont des problèmes qui nous concernent nous tous et nous pensons que c'est ensemble que nous devons pouvoir lutter pour protéger notre environnement et pour protéger notre avenir. Je voulais vous remercier pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup.
C'est aujourd'hui la journée mondiale sans sachets plastiques, événement institué pour éveiller les consciences et sensibiliser les populations à l'utilisation des emballages réutilisables. En Côte d'Ivoire, le message du gouvernement est délivré par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Anne-Désirée Ouloto est au micro de Grascando. La célébration de la journée mondiale sans sachets plastiques vise à sensibiliser les populations sur la nécessité d'utiliser des emballages biodégradables et plus écologiques. Dans le monde, 500 milliards de sacs en plastique sont utilisés chaque année. Plus de 8 millions de tonnes de déchets qui en sont issus finissent dans les océans, ravageant les espèces sauvages marines. Ce phénomène compromet la pêche, le tourisme et l'élevage. Selon le Fonds mondial pour la nature, la quantité de sachets plastiques rejetés chaque minute dans les mers est l'équivalent du contenu d'un camion à ordures. La Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité, en dépit de l'existence depuis 2013 d'un décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques au niveau national. Nos villes, nos villages, nos campements sont envahis par les sachets plastiques qui se retrouvent partout, dans les rues, les espaces publics, les caniveaux, les cours d'eau, les plages, les lagunes et la mer. Les sachets plastiques obstruent les ouvrages d'assainissement, augmentent les risques d'inondation avec son corollaire de dégâts matériels énormes et de pertes en vies humaines. Au cours de cette journée mondiale sans sachets plastiques, la ministre Anne-Désirée Ouloto invite chacun à prendre un engagement pour l'élimination définitive du sachet plastique. La décharge d'Akwedo officiellement et définitivement fermée aujourd'hui. Cette cérémonie solennelle s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. L'occasion pour Anne-Désirée Ouloto d'échanger avec la communauté villageoise d'Akwedo sur les mesures d'accompagnement personnalisées. Grascando. La page de la décharge d'Akwedo sera définitivement tournée. La fermeture officielle et le lancement des travaux de réhabilitation de la décharge est prévu ce jeudi en présence du Premier ministre. Avant l'événement, la ministre Anne-Désirée Ouloto échange avec la communauté villageoise sur les accompagnements sociaux. Beaucoup donc, je voulais dire même de sollicitations ou de préoccupations du village d'Akwedo ont été prises en compte. Je peux citer pêle-mêle, par exemple, l'embauche des jeunes prioritairement qui sera fait. Je peux citer aussi un lycée de jeunes filles sera construit, un marché moderne sera construit. Bref, je crois que Akwedo est tout heureux parce que Akwedo va changer de visage. C'est le fruit d'un processus qui a été bâti sur la base de la confiance entre le gouvernement et la population d'Akwedo. Ça n'a pas été chose facile. Il y a eu des promesses non tenues. Mais le président de la République a tenu à faire en sorte que son engagement soit honoré, respecté, donc pour faciliter également la vie à ses concitoyens, pour améliorer leurs conditions de vie. Le site d'Akwedo sera traité et transformé en un grand parc urbain, comprenant entre autres des aires sportives et récréatives, mais aussi un centre de formation et de documentation sur l'économie circulaire. Un programme pour lutter contre l'insalubrité et les maladies liées à une mauvaise qualité de l'eau. Le projet de réduction des risques en milieu urbain a été élaboré par la Croix-Rouge Côte d'Ivoire en partenariat avec la Croix-Rouge suédoise. On fait le point avec Davis Oyo et Patricia Omouetia. À Bobo, quartier Anonkwa 3, les habitants sont munis de râteaux et de pelles. Accompagnés des membres de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, ensemble, ils assainissent leur milieu.
Tout le quartier a été passé au peigne fin. Une action suscitée par la Croix-Rouge Côte d'Ivoire en partenariat avec celle de la Suède. La vision que nous donnons à ce projet est d'amener la communauté à comprendre qu'ils sont d'abord les premiers acteurs de leur environnement et qu'ils ne devraient pas attendre forcément que les autorités viennent assainir leur environnement à leur place. Et qu'eux, à leur tour, ils doivent d'abord commencer et puis l'État pourra venir maintenant les appuyer. Nous avions été enseignés sur la propriété. Je pense qu'à l'issue de ça, la communauté Anoka-3 va assurer la propriété de notre commune et de notre quartier. Cette initiative est inscrite dans le projet de réduction des risques en milieu urbain de la Croix-Rouge. Ce programme regroupe plusieurs volets. En plus de la lutte pour la salubrité, une formation d'assistance en cas de sinistre a été initiée. La Croix-Rouge est venue nous apporter un savoir, le savoir vivre pour éviter les maladies hydriques. Il nous a apporté un peu le savoir dans les premiers secours. Il nous a apporté un peu le savoir dans la gestion des activités d'initiative de revenus, AGR. Et ensuite, il est en train de mettre la cohésion en organisant le Maracana. Cette première édition du projet de réduction des risques en milieu urbain a débuté par la commune de Yopougon. Elle s'est terminée par le tournoi Un but pour la salubrité dans la commune d'Abobo. Un moyen pour la Croix-Rouge de promouvoir également le vivre ensemble. On poursuit avec ce séminaire international sur le financement du logement social en Afrique. Les travaux se sont tenus récemment dans le district d'Abidjan. C'est une initiative de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire, appuyée par le réseau Habitat et Francophonie. On en parle avec Nadia Edja et Cheikh Koné. Avec un taux de croissance démographique estimé à 2,5% par an, les besoins en logement ne cessent d'augmenter en Côte d'Ivoire. Le déficit est estimé à 400 000 logements et devrait s'accroître de 20 à 30 000 logements chaque année. Un taux représentatif de la plupart des pays africains, d'où l'intérêt de ce séminaire sur la question du financement du logement social en Afrique. Comprenez qu'il y a deux types de financement. Il y a le financement des crédits promoteurs, il y a le financement des crédits acquéreurs. Et aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est d'avoir des financements à des taux très intéressants qui permettent aux différentes populations qui sont ciblées par le logement socio-économique d'avoir des coûts abordables. On est à 480 millions de citoyens qui sont installés dans les villes en Afrique. Nous allons être 1 milliard en 2050. Donc le défi est énorme et le seul moyen d'y arriver, c'est de trouver ensemble quels sont les moyens de solvabiliser la demande de ces populations démunies. Un partage d'expériences avec des propositions de solutions concrètes. Le Sénégal a une expérience importante en matière de production de logements et en matière de financement de logements. L'État a mis en place une contribution pour les fonctionnaires qui doit représenter l'apport personnel qu'ils doivent donner, qui est un crédit sans intérêt que l'État met à leur disposition pour qu'ils puissent s'endetter pour le complément. Concernant la Côte d'Ivoire, des initiatives sont en cours pour répondre aux problèmes. Le CDMH que nous venons de relancer prévoit que le taux de refinancement du crédit pour l'acquisition d'un logement social est de 2% l'an, pendant que le taux du crédit à l'acquéreur est de 5,5% sur une durée de 20 ans de crédit. Pour le ministre de la Construction, il convient de mener des actions à long terme. Redoubler d'efforts au cours des prochaines années pour accélérer le rythme de production des logements, industrialiser la production et mettre en place des ressources budgétaires suffisantes et surtout pérennes de financement du logement social. De 2012 à 2015, le gouvernement a mis en place un programme de 60 000 logements sociaux et économiques. Le nouvel objectif est de construire 150 000 logements au cours des années à venir. Outre le financement, les problèmes de foncier et de fiscalité sont à corriger pour un meilleur accès au logement pour la population. Dans le reportage qui va suivre, nous allons découvrir la Guinée équatoriale. L'économie de ce pays d'Afrique centrale reposait sur une forte production de pétrole, environ 350 000 barils par jour. Malheureusement, l'effondrement des cours du brut en 2014 a plongé la Guinée équatoriale dans une sévère crise. Alors comment le pays fait-il aujourd'hui face à ce problème? Cheikh Koné. La Guinée équatoriale est ouverte aux affaires pour que les hommes et les femmes de notre continent ainsi que d'autres parties du monde viennent, s'installent, investissent et se sentent en sécurité. Cet appel à l'ouverture du président de la Guinée équatoriale, Obiang Nguema Bassogo,
lancée depuis la tribune de la 54e édition des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement à Malabo, est une première pour ce petit pays d'Afrique d'une superficie de 28 000 km², longtemps resté renfermé sur lui. Hier, la Guinée équatoriale faisait partie des pays les plus pauvres, avec un statut d'économie purement agricole et forestière et une production pétrolière de 6 000 barils jour. Avec la découverte des puits de pétrole, la Guinée équatoriale est brusquement propulsée 3e producteur d'or noir d'Afrique subsaharienne, avec une production journalière de 307 000 barils devant le Gabon et le Congo. Entre 2000 et 2013, les revenus du pétrole permettent au pays d'empocher un peu plus de 24 750 milliards de francs CFA. La Guinée équatoriale devient ainsi un pays riche grâce au pétrodollar et est classée au premier rang des pays africains détenant le produit intérieur brut par habitant le plus élevé, plus de 20 millions de francs CFA. Une période faste qui a permis à ce pays de moins d'1 million d'habitants d'asseoir son hégémonie en Afrique centrale. Les revenus du pétrole sont investis dans la construction d'importantes infrastructures économiques, dont des routes, des bâtiments administratifs, des projets sociaux et bien d'autres. Le boom pétrolier et les énormes investissements qui en découlent permettent au pays de maintenir une croissance économique supérieure à 20% de 1996 à 2002. Malheureusement, l'effondrement des cours mondiaux du pétrole à partir de 2014 va plonger la Guinée équatoriale dans une crise économique, perte de plus de 27% des recettes pétrolières dont dépend à 90% l'économie du pays, baisse drastique de 29% du produit intérieur brut et pour ne rien arranger, selon les prévisions du Fonds monétaire international, les réserves pétrolières du pays devraient être épuisées d'ici à 2035. Moins de recettes pétrolières, donc moins de ressources budgétaires, donc moins d'investissements publics dans les projets d'infrastructure. Ultime recours, la diversification de l'économie nationale. On a vu que le pétrole, ça va terminer, comme ça nous a montré. Mais il faut aujourd'hui profiter de ce que nous avons. Nous avons déjà des infrastructures. Il faut développer le tourisme, l'agriculture. Tout est vert. En 6 mois, vous avez un plantain. Vous avez des macabos en 6 mois. Nous avons un territoire de 28,51 km², territoire terrestre, mais maritime, nous avons presque 345 000 km² de territoire maritime. C'est-à-dire que notre territoire maritime, c'est plus vaste. Ça veut dire que nous avons une recherche énorme sur la pêche. L'argent du pétrole se raréfie, mais les idées pour la diversification de l'économie foisonnent. Pour matérialiser sa volonté de réorienter sa politique économique, le 29 avril 2019, le gouvernement équato-guinéen organise la 3e grande conférence économique nationale portant sur la diversification de l'économie. Le secteur de la tourisme, l'agriculture, la pêche, les petites et moyennes industries, c'est-à-dire ce sont les secteurs que le gouvernement va essayer de travailler d'ici. On a fixé notre programme jusqu'à 2035. Faire de l'industrie touristique le moteur de cette diversification est la priorité des priorités. La création des ministères d'État en charge du tourisme en est la parfaite illustration. Nous sommes dans la diversification de l'économie. Et au secteur du tourisme, on a tout à faire. Il y a la volonté politique de faciliter l'accessibilité au pays. Pas seulement pour le tourisme, aussi pour les investissements, pour le secteur privé. Pour faciliter l'essor d'une industrie touristique, les actions se multiplient pour lever tous les obstacles, notamment les tracasseries policières, les conditions de délivrance des visas, le manque d'offres de loisirs et la cherté des destinations. Solliciter des initiatives privées locales voient de plus en plus le jour. Miguel Bilibi en fait partie. À 42 ans, après des études de comptabilité au Cameroun voisin, cet équato-guinéen décide de rentrer au pays pour participer à la relance de l'économie. Miguel est aujourd'hui à la tête d'un cabinet de consulting chargé d'assister et de faciliter les investisseurs étrangers intéressés à investir en Guinée équatoriale. Aujourd'hui, l'État est en train de mettre des moyens en place pour pouvoir aider les jeunes Guinéens à s'investir dans l'agriculture. Et nous invitons également des personnes qui sont intéressés à venir le faire. Par exemple, nous avons l'huile de palme. Si nous avons des personnes qui peuvent investir dans l'huile de palme, c'est-à-dire faire des palmiers, des hectares de palmiers et la transformer, c'est quelque chose qui pourrait également aider le pays. Donc ceux qui veulent venir ouvrir les entreprises en Guinée équatoriale, qui se sentent libres, toutes les conditions sont réunies pour pouvoir les protéger. Depuis son installation, Miguel a facilité la venue d'une 50aine d'entreprises étrangères. Il a ouvert en 3 ans d'exercice des filiales de son cabinet dans plusieurs pays d'Afrique centrale. Sa prochaine destination, la Côte d'Ivoire. Je pourrais inviter
tous mes frères ivoiriens de venir visiter la Guinée équatoriale, de venir voir, n'écoutons pas ce qu'on dit à la radio, à la télé, venez vivre ça de près et vous serez vraiment surpris. Tous ceux qui veulent investir en Guinée équatoriale, venez, nous sommes là, le chef de l'État vous a rassuré que vous pouvez entrer dans le pays librement. Aujourd'hui, la diversification de l'économie équato-guinéenne avec des secteurs comme la pêche, l'agriculture et le tourisme permettra de redessiner la cartographie des investisseurs. Retour en Côte d'Ivoire, un atelier de formation sur la communication financière des entreprises publiques s'est déroulé récemment dans le district d'Abidjan. Les participants ont été outillés sur la production et la transmission des informations financières. C'est un reportage de Francis Boifo. La transmission par les entreprises publiques d'informations incomplètes, peu fiables, ne traduisant pas toujours la réalité budgétaire et financière, le retard dans le renseignement des nouveaux outils de contrôle mis en place par le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Autant d'éléments qui justifient la formation des dirigeants d'entreprises publiques sur la communication financière. Si nous n'avons pas d'informations financières, nous ne pouvons pas anticiper et prendre des mesures à date pour permettre de pouvoir limiter certaines situations qui peuvent être préjudiciables. De 2012 jusqu'à ce jour, les taux se sont améliorés. Nous avons 80% qui arrivent à produire les informations à temps. Il s'agit pour nous d'améliorer et d'avoir les 100% des entreprises qui sont capables de pouvoir produire l'information à temps. Normal. Toute entreprise publique a l'obligation de rendre compte, selon le directeur du cabinet du secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État. Le présent séminaire témoigne de la volonté du secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État de proposer un cadre optimisé pour la production, la diffusion et le traitement des informations financières des entreprises publiques. Il témoigne également de la volonté du gouvernement de faire de nos entreprises publiques des modèles de bonne gouvernance, qui œuvrent constamment à se forger une image financière solide et convaincante. La communication financière, objet de ce séminaire, porte entre autres sur le plan stratégique, le budget annuel, le rapport de gestion, les états financiers de synthèse, le rapport d'exécution budgétaire. Autre actualité nationale, des véhicules et autres motocyclettes offerts récemment aux forces de défense de la région de Lagné-Bitiassa. C'est un don du conseil régional. Éric Goré. La session ordinaire de la région de Lagné-Bitiassa s'est tenue en présence du préfet de région Ekpounou André, présidé par Pierre Ngundemba, président du dit conseil régional. Cette session ordinaire a fait le diagnostic de la région, recensé les différentes difficultés et y fait face efficacement. L'éducation, la santé et la sécurité sont prioritaires. C'est pourquoi des dons ont été faits dans ce sens. Pour ma part, je suis convaincu que ces engins contribueront à assurer à leur utilisation meilleure une capacité de mobilité pour un bon progrès du service public dans l'intérêt des populations. C'est pourquoi, en ma qualité de président du conseil régional, nous avons acquis du matériel biomédical que nous proposons de distribuer dans les établissements sanitaires de notre région. Les récipiendaires sont les forces de défense et de sécurité, le corps médical et les responsables du système éducatif et scolaire de la région. Ils ont reçu du matériel roulant et des équipements biométriques et en plus un bâtiment de 4 classes. C'est sur une pluie battante que ces dons ont été remis, ce qui fera dire au préfet de région que c'est une bénédiction. C'est une très bonne cérémonie qui est bénie parce qu'il pleut et nous ne sommes pas étonnés de ce que le président du conseil régional offre tout ce matériel. Le conseil régional de Lagné-Bitiassa se dit déterminé à améliorer les conditions de vie des populations de cette région. Autre don, ceux offerts par l'ambassade de France en Côte d'Ivoire au centre hospitalier universitaire de Yopougon. Il s'agit de fauteuils roulants, de chaussures thérapeutiques et autres médicaments. Salima Toudia. En remettant des fauteuils roulants, des chaussures thérapeutiques, des orthèses élastiques de contention des membres, le pôle Saint-Hélier de Rennes en France, à travers l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, vise l'amélioration des pratiques médicales et paramédicales au service médecine physique et réadaptation du CHU de Yopougon.
Ce don est le fruit d'une convention de partenariat entre les deux services. Nous savons, aucun projet d'envergure, aucune réforme pérenne n'est possible sans un investissement substantiel à la fois dans les structures et dans les ressources humaines. C'est pourquoi, lorsque nous soutenons l'offre de soins à travers un vaste et ambitieux projet d'infrastructure hospitalière, nous pensons aussi à la formation des agents de santé, ou encore à soutenir les projets de coopération hospitalière comme celui qui nous réunit ce jour avec le pôle Saint-Hélier grâce à un financement du ministère de la Santé en France, puis de l'Agence française de développement pour une période de 3 ans. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique s'est félicité de cet engagement aux côtés des patients ivoiriens. C'est donc destiné au rehaussement du plateau technique du service bénéficiaire va améliorer sans aucun doute la qualité de vie des patients souffrant de déficits ou d'autres insuffisances fonctionnelles. Et j'exhorte donc la direction du CHU de Yopougon à en faire le meilleur usage possible dans l'intérêt de nos populations. Prise en charge de la douleur et des plaies chroniques sont entre autres les domaines d'intervention de ce partage d'expertise. L'utilisation de la télémédecine dans les cas complexes est aussi envisagée pour une approche innovante. On connaît désormais le tableau complet des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les premières huitièmes de finale vont donc commencer le vendredi 5 juillet prochain. Le Bénin sera opposé au Maroc à 16h temps universel. Et plus tard dans la soirée, l'Ouganda sera aux prises avec le Sénégal à 19h. À présent, la situation des droits humains au Burundi. Dans un rapport, la commission d'enquête des Nations Unies souligne un rétrécissement de l'espace démocratique et une intensification de la restriction des libertés publiques dans ce pays, et cela depuis mars dernier. Rappelons qu'un conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cette réunion gouvernementale a été dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les détails dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Notez que l'édition du soir retrouve aujourd'hui son heure normale, c'est-à-dire 20h. Merci de nous avoir suivis.